My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha et j'ai avec moi ma Swiftie préférée, Honorine. Hello! Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien parce que aujourd'hui, on va parler d'une chanson du dernier album de Taylor Swift qui est sorti donc le 3 octobre 2025. Je pense que ça y est, tout le monde l'a bien écouté, tout le monde a bien l'album en tête. On va parler de Father Figure. C'est la piste 4 de l'album, une collaboration en production avec Max Martin, Shellback et Taylor Swift. Comme diraient les jeunes aujourd'hui, à mon avis, c'est le plus gros slay de l'album. Ouais, à mon sens, c'est la chanson la plus travaillée. Le storytelling sur cette chanson, c'est vraiment l'essence de l'écriture de Taylor Swift. Elle nous emmène vraiment d'un point A à un point B. Elle n'oublie pas de faire le ménage en passant. C'est la chanson que j'ai la plus écoutée de l'album, selon mes stats officielles de Spotify. Donc, je suis ravie qu'on l'ait choisie. Je suis ravie que vous l'ayez choisie aussi parce que on avait mis un petit sondage sur Instagram et elle a été plébiscitée par tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est la chanson qui nous a été le plus demandée en analyse. Donc, on va y aller. Pour le contexte, un petit rappel. La chanson, en fait, elle parle globalement des dynamiques de pouvoir entre la relation mentor-protégé dans l'industrie musicale notamment. On sait que c'est un milieu très masculin, donc beaucoup de mentors sont des hommes, des figures paternelles, du coup, en quelque sorte, ce qui est clairement, littéralement, la traduction de Father Figure. Il y a une espèce d'ambiance un peu mafia dans cette chanson. Je sais pas ce que t'en penses, l'idée de la figure paternelle, le parrain, un peu, tu vois. Avec la mélodie au piano derrière. Ça apporte une certaine notion d'angoisse, de protection. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour moi, sa position de piste 4, elle est pas anodine. On sait que cet album de Taylor Swift, il fait écho à beaucoup de son travail précédent. Et donc, on n'est pas sans penser à la piste 4 de l'album Lover, qui était The Men. Et donc, où pareil, on retrouve cette énergie assez masculine que Taylor utilise ici pour raconter une histoire. Et ici, elle nous explique qu'elle a été un peu exclue du boys club de l'industrie musicale depuis le début, parce que c'est un boys club. Mais elle reprend ses droits, ses accomplissements, son travail, sa famille, ce qu'elle dit dans la chanson. Je trouvais ça intéressant de se dire qu'elle était à cet endroit-là dans l'album. Musicalement, il s'agit d'une interpolation de la chanson du même titre, donc de George Michael, sortie en 1988. Il y a Charlie Puth, qui devrait être un plus grand artiste, sur Instagram, qui nous a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une interpolation. Donc, si vous n'avez pas vu ta petite vidéo, c'est hyper cool et hyper bien fait. Et pour ceux qui parlent pas bien anglais, on va essayer de vous faire un résumé. Alors, gardez bien en tête qu'on n'est pas des musiciennes et on n'a peut-être pas forcément le vocabulaire adéquat. Mais ce que Charlie nous explique, c'est qu'il y a 12 notes dans une gamme de musique. Dans l'industrie, on considère qu'il y a une tolérance de 4 notes avant qu'une chanson soit considérée comme du plagiat de quelqu'un d'autre. Donc en musique, on retrouve aussi beaucoup le sample. Le sample, c'est très différent. Le sample, c'est quand on prend un extrait d'une chanson et qu'on l'utilise tel quel dans une chanson. Donc par exemple, si je prends un extrait d'une chanson et que Taylor l'utilisait tel quel. Là, on est vraiment sur une interpolation. Donc on utilise juste un passage, une phrase, une mélodie, mais qu'elle réenregistre elle, sans utiliser la version originale. Ça peut inclure la reprise donc de la mélodie, du refrain, un échantillon sonore d'une chanson pour créer quelque chose de nouveau, d'accord? C'est très très fréquent, c'est très différent du plagiat puisqu'en fait c'est fait de façon publique et assumée. En fait, on peut comparer ça un peu à une citation musicale. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est que Taylor Swift, elle crédite bien George Michael et non pas l'entreprise qui possède les masters de ce dernier. C'est donc bien la famille de George Michael qui récupère les crédits associés et donc à la fin l'argent. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est intéressant aussi dans cette chanson et dans le contexte que George Michael avait eu le même type de bataille juridique avec sa maison de disques Sony dans les années 80. Il s'était battu en vain pour récupérer les droits de son art. Plusieurs fois, il s'était défini comme esclave de l'industrie et il a perdu tous ses procès et ça a beaucoup impacté sa carrière musicale en négatif, bien sûr. Donc, donner les crédits de cette chanson à George Michael directement, c'est aussi une manière de lui rendre hommage, de ôter son chapeau pour tout le combat qu'il a mené en son temps, qu'il n'a pas réussi à gagner et que Taylor, elle, a réussi à gagner aujourd'hui. Je pense que peu de gens savaient ça et que ça apporte une nouvelle lumière sur la chanson. Parce que donc quand tu regardes un peu les interviews que Taylor Swift elle a fait pour la promo de l'album, on comprend que cette chanson elle a été écrite fin 2024 et en effet lors des promos, des interviews en radio, on a demandé à Taylor si elle s'était inspirée de Baby Girl, tu sais le film qui est sorti fin 2024 et il y a une scène qui reprend la chanson originale de George Michael et Taylor répond que non, qu'ils avaient terminé d'écrire la chanson avant d'avoir vu le film. Donc ça nous donne un peu une idée de quand est-ce qu'elle a été écrite et ça nous permet de déduire
dire qu'elle a écrit la chanson sans savoir qu'elle avait récupéré ses masters parce que l'entreprise qui gère les masters, elle a été déposée en avril 2025. Mm. Après, on n'a pas la timeline exacte, mais du coup, on peut se dire que peut-être elle le savait pas encore à ce moment-là, et donc c'était d'autant plus important pour elle de créditer George Michael. C'est génial. Alors, il y a aussi une autre lecture qu'on peut avoir sur cette chanson, qu'on va déjà dire tout de suite parce que ce sera pas notre angle de lecture. Un niveau simple de la lecture, ce serait que de Taylor qui se placerait en tant que, du coup, figure paternelle en parlant aux jeunes artistes de l'industrie et de la manière dont elle a ouvert le chemin pour eux, la manière dont elle a fait changer les choses. Mais nous, on va pas prendre cet angle-là parce qu'on a d'autres idées en tête. Ouais, pourtant, ça collerait. Ça pourrait. Ça peut C'est marcher. pas faux, hein. Et encore une fois, on prétend pas avoir la sainte parole, c'est vraiment une autre interprétation. Mais il y a quand même pas mal de choses qui nous font tourner vers autre chose. Ouais, Pas moi, mal cette d'indices, ouais. chanson, elle m'a tout de suite fait penser à Scott Borchetta, quoi. Mm. Le patron de Big Machine Records, son premier mentor. Donc, si vous n'êtes pas clair sur qui est Scott Borchetta, on vous invite à écouter notre épisode numéro 19. On en a beaucoup parlé. Et il y a beaucoup d'éléments dans les paroles qui viennent corroborer cette théorie-là. C'est l'angle qu'on a choisi de prendre aujourd'hui pour analyser les paroles. Donc, si ça te va, Natacha, on y va. C'est parti. Donc, on a un premier couplet qui se pose du point de vue de la figure paternelle. C'est assez récent hein, de cette écriture-là chez Taylor de se mettre dans une narration d'une autre histoire. C'est arrivé depuis Folklore. Et depuis, Taylor, elle a écrit des chansons d'un point de vue et elle switch. C'est Taylor qui commence en disant « Quand je t'ai trouvé, tu étais jeune, indocile, perdu dans le froid. Je t'ai fait monter dans ma Jaguar et j'ai changé tes guenilles en or. » Donc, on a vraiment cette idée du sauveur qui arrive et qui va faire de toi quelqu'un... Ouais, il y a un peu ce côté, j'ai fait de toi qui tu es maintenant. Il y a cette espèce de culpabilité sous-jacente, genre n'oublie pas ce que tu me dois. Moi, évidemment, je fais un petit lien avec Reputation, le meilleur album, puisque on a cette ligne sur la Jaguar, donc je repense à All the Boys with their expensive cars, their Range Rovers and their Jaguars. Ouais. Alors moi, je dois dire que cette phrase-là, vous connaissez tous cette histoire des misheard lyrics, donc c'est ces paroles qu'on entend, qu'on pense entendre quelque chose, et en fait, c'est pas du tout ça qu'elle dit Taylor. Genre hallucination auditive un peu. Exactement. Okay. Et je suis désolée, je vais tous vous spoiler, du coup, vous allez plus entendre que ça maintenant. Quand elle dit turn your axe into gold, à chaque fois, moi, j'entends turn your accent into gold. Et à chaque fois, en plus, ça a trop du sens de me dire que son petit d'accent country qu'elle avait à l'époque, eh ben, il en a fait de l'or et du coup, il a transformé son accent en or. Ah, mais c'est hyper intéressant. Mais tu sais qu'en fait, souvent, ce genre de truc, Taylor Swift, elle le fait exprès. Ah. Il y a plein de chansons, et en fait d'ailleurs, des fois je me dis que ça devrait faire l'objet d'un épisode. Il y a plein de chansons où elle dit quelque chose et la prononciation fait que ça pourrait être autre chose qui marche aussi. Alors je parle pas de Long List of Starbucks Lover, tu vois. Je parle de la plus connue pour moi serait dans Betty, Meet Me Behind the Mall. Tu vois, où tu peux comprendre Meet Me Behind Them All. Ça, on l'a déjà dit dans l'épisode qu'on avait consacré à ça. Il y a plein de fois dans ces chansons où, notamment dans TTPD, où tu pourrais entendre autre chose et ça marche quand même. Donc je pense que c'est fait exprès. Bah, en fait, moi, avant que j'étudie les paroles de cette chanson, je disais Turn your accent to gold. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai lu les paroles, je me suis dit, pas du tout, Natacha, c'est pas du tout ça. Mais du coup, voilà, je voulais vous le dire parce que maintenant, vous allez entendre que ça, maintenant que vous avez écouté la chanson. Et ensuite, bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de se dire que peut-être elle a fait ce jeu-là, de se dire, ah, peut-être qu'il va entendre ça maintenant. Bah ouais, franchement, je pense que ça marche. Donc ensuite, elle dit The winding road leads to the château. Donc la route sinueuse mène au château. Winding road, ça fait pour moi penser à une chanson des Beatles qui s'appelait The Long and Winding Road, qui est sortie en 1970. Et en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce que, accrochez vos ceintures, Borchetta, donc Scott Borchetta, ça fait bien longtemps qu'avec Taylor Swift, ils ne se parlent plus, ils ne s'entendent plus, on est d'accord, hein, depuis 2019. Pour autant, en 2024, il a fait un post Instagram dans lequel il fêtait l'anniversaire des 20 ans de sa collaboration avec Taylor Swift. Et dans le post Instagram, il a mis une légende de son post qui commençait par « It was 20 years ago today ». Donc, ça fait 20 ans aujourd'hui. Et ça peut paraître une phrase totalement banale, sauf que derrière, il ajoute une référence aux Beatles n'est peut-être pas si loin de la vérité. Donc, en gros, il compare Taylor Swift aux Beatles. Et il se trouve que It Was 20 Years Ago Today, c'est tiré de la chanson Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de Beatles. Donc, il fait littéralement référence aux Beatles. Et dans cette caption, il compare Taylor Swift aux Beatles. Donc, pour moi, c'était pas anodin qu'elle parle d'une Winding Road qui soit aussi une référence aux Beatles pour faire un clin d'œil à Scott Borchetta. Et d'ailleurs, elle utilise le mot français.
château, plutôt que d'utiliser le mot anglais qui est castle, qu'on connaît tous. D'une part pour montrer un langage soutenu de la personne qui parle, mais aussi forcément pour la rime. Mais le château, c'est aussi très probablement une métaphore de la carrière de Taylor Swift. On n'est plus dans la Lover House, là, on est sur quelque chose de fort qui s'est construit brique par brique. Et d'ailleurs, cette métaphore, elle l'utilise dans plusieurs chansons. On repense à Baby, I Could Build a Castle with All the Bricks They Threw at Me, dans New Romantics, ou par exemple dans My Castle Crumble Overnight, dans Call It What You Want. Et par ailleurs, d'après un article de Forbes de septembre 2025, Scott Borchetta vivrait dans un château de style européen à l'extérieur de Nashville. Ouais, je suis allée fouiner les photos. Et alors? Bah, franchement, c'est un château. Ah ouais, bah voilà. C'est un château. Et payé avec quoi? Bah, payé avec Taylor Swift, clairement. Enfin, et avec d'autres choses, puisqu'il a d'autres activités professionnelles, Scott Borchetta, et on va en parler plus tard, parce que du coup, ça fait sens dans la chanson. Okay. Et donc, il dit « You remind me of a younger me, I saw potential ». Tu me rappelles à une moi plus jeune, j'y ai vu du potentiel. Donc, il s'imagine très bien cette personne qui a un peu de bouteille dans le métier, qui veut transmettre son savoir, sa sagesse à la nouvelle génération. Et Taylor, elle a déjà exploré toute cette thématique dans plein de chansons, notamment dans Nothing New ou Clara Bow. On attaque ensuite le refrain. Elle dit « I'll be your father figure, we drink that brown liquor ». Je serai ta figure paternelle, on boit cet alcool marron, littéralement. Donc on a un peu la sensation d'être, tu sais, devant une scène un peu du Parrain où les hommes boivent du whisky et fument des cigares dans un salon un peu sombre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est intéressant de connaître les autres activités de Scott Borchetta, puisque donc il est d'origine italienne, donc on voit bien le lien avec la mafia. Désolée pour tous nos auditeurs d'origine italienne, on essaye de pas faire d'amalgame, mais en gros, là c'est quand même le gros cliché de l'italien mafieux, quoi, on va dire. Et on note que Mike Borchetta, le père de Scott Borchetta, c'était aussi un gros nom de la musique, donc tout ça, c'est un peu une affaire de famille, finalement, et donc on retrouve cette ambiance de la famille, de la mafia, etc. Et donc, quand elle dit « We drink that brown liquor », ça contribue un peu à cette image inconsciente de la mafia, d'autant que Scott Borchetta, il possède une distillerie. Je disais, ça fait partie de ses autres activités professionnelles. Ça s'appelle Borchetta Bourbon, et donc, il fait du bourbon, comme son nom l'indique. Le bourbon qui est un cousin du whisky, un alcool marron. I can make deal with the devils because my dick's bigger. Eh bien, je peux pactiser avec le diable puisque ma bite est plus grosse. Ouais, je pense que ça y est, cette phrase est déjà iconique, clairement. Et le pacte avec le diable, c'est un thème qui est hyper récurrent dans la littérature. Si on remonte un peu, en gros, dans la croyance traditionnelle, le pacte, il est noué entre une personne et le diable, donc Satan ou un autre démon du même type. Et la personne offre son âme en échange de faveurs qui varient selon les contes et légendes, mais globalement, en gros, c'est la jeunesse parfois éternelle, la connaissance, la richesse, le savoir, la renommée, le pouvoir, enfin, tous ces trucs super cool, quoi. Et le plus connu dans tout ça, c'est le mythe de Faust, qui est donc issu du folklore allemand popularisé par Goethe, et qui raconte l'histoire d'un savant insatisfait de ses connaissances et de la vie humaine, en gros, et qui conclut un pacte avec le diable pour obtenir, je vous le donne en mille, la sagesse absolue, les plaisirs et la jeunesse au prix de son âme. Et donc toujours dans cette idée d'une industrie très masculine où tout n'est que concours de quéquette, finalement, et bien tout dans le refrain reprend cette idée que l'industrie joue avec les artistes un peu jeunes et naïfs qui sont obligés de vendre leur âme au diable. D'ailleurs, la phrase suivante l'illustre parfaitement. This love is pure profit. Just step into my office. I dry your tears with my sleeves. Cet amour, c'est juste un pur profit. Vas-y, entre dans mon bureau. Donc, en fait, on comprend bien qu'il n'y a pas de relation personnelle, il n'y a pas de sentiment. Tout est calculé et tout est une question d'argent. Je vais essuyer tes larmes avec ma manche. Il y a encore une fois un côté très paternaliste dans cette image. On pense par ailleurs au texte que Taylor a écrit quand ses masters ont été vendus à Scooter Braun. Encore une fois, on vous renvoie à notre épisode 19 où elle indiquait que Scott Borchetta il savait très bien que les rares fois où Taylor avait évoqué Scooter Braun, elle en pleurait ou elle se retenait de pleurer. Et enfin, la notion de pure profit, donc du profit, pour moi, ça fait écho bien évidemment à ce sujet où Taylor, elle pouvait rester chez Big Machine Records, dans le sens où elle pouvait récupérer ses masters, mais toujours dans cette condition de un prêté pour un rendu. Donc, je te rends un album et tu m'en donnes un autre. Et donc, bien sûr, on est toujours là pour donner quelque chose en contrepartie et donc donner du profit toujours plus à cette personne. Ouais, totalement. On a le post-refrain ensuite qui du coup est deux fois Leave it with me, I protect the family. On peut traduire par laisse-moi m'en occuper, je protège la famille. Et ici, donc on a toujours cette image de mafia. Je suis désolée, c'est très cliché, mais malheureusement c'est un peu le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la chanson, elle répète I protect the family 6 fois. Donc on peut se dire que c'est une référence aux 6 masters qu'elle a récupérés. Elle protège sa famille, elle protège son empire musical, elle protège ses albums. Et par ailleurs, au début de sa carrière, Taylor, elle avait décidé d'aller avec Scott
Brocheta et Big Machine Records plutôt qu'avec n'importe quel autre label, parce qu'elle savait que c'était un petit label et ils avaient beaucoup à faire, mais petit label dit aussi liens plus étroits, presque familiaux. D'ailleurs, au début de sa carrière, les Swifties considéraient Scar Brocheta comme faisant partie de la famille Swift au même titre que ses parents, son frère. Donc, il protège la famille. Ça pourrait vraiment être une phrase qu'il aurait pu dire au début de leur relation pour créer de la confiance. Carrément, moi je me rappelle de ces images, de ces photos au premier Award Show où Taylor elle allait et où elle gagnait des trucs et où une des premières personnes à qui elle faisait un câlin c'était Scott Borchetta. Il posait avec les parents de Taylor Swift sur les tapis rouges, etc. Enfin c'était vraiment un truc où tu vois pas les patrons d'autres labels faire ça avec la famille des artistes qu'ils représentent. Ça n'existait pas quoi. Alors ensuite, on a un deuxième couplet qui commence par une phrase mythique dont Taylor a beaucoup parlé en interview. I pay the check before it kisses the mahogany grain. Je paye la facture avant même qu'elle n'embrasse l'acajou, qui est finalement une manière très compliquée de dire que la personne paye la facture avant que la facture arrive sur la table ou sur le bureau. Donc vraiment, l'argent n'est pas un problème. On a vraiment cette idée sous-jacente du « je m'en occupe » très paternaliste. Ensuite, on a une phrase très intéressante qui est mise entre guillemets dans la chanson. Ouais, elle dit « Said they want to see you rise, they don't want you to reign ». Donc je t'ai dit, ils veulent te voir réussir mais pas régner. Encore une fois, on en revient au sujet évoqué un peu dans Nothing New, mais aussi dans toutes les chansons qui traitent de la célébrité et de la façon dont l'industrie a traité Taylor toute sa carrière. En gros, c'est cool si t'as du succès, mais pas trop quand même. C'est cool si tu gagnes de l'argent, mais pas trop quand même. Tu vois, il s'agirait pas que tu aies trop de pouvoir au point d'en avoir plus que moi. Et donc, c'est ce que son mentor lui dit dans cette phrase, en fait. On retrouve aussi cette idée qu'elle a explorée dans Clara Bow, où elle explique qu'on crée des pop stars de toutes pièces. On adore les adorer, on adore les faire monter dans les tops, mais à aucun moment on cherche à leur offrir une carrière, une stabilité, une influence. Et on adore aussi les voir se casser la gueule, clairement. Parce que la pop star, c'est un produit qu'on va faire évoluer, qu'on va remplacer par une nouvelle. C'est une marionnette, quoi. En continuant dans l'idée de la marionnette, I showed you all the tricks of the trade. Donc, je t'ai appris toutes les ficelles du métier. En gros, tu me dois le respect et la reconnaissance. Il s'agit d'une histoire bien connue, celle de l'élève qui dépasse le maître et surtout du maître qui a très peur, en fait, d'être dépassé par l'élève. C'est assez difficile d'avoir cette humilité. C'est un thème qui est très bien connu aussi dans la littérature, dans le cinéma, mais aussi dans la mythologie. Dans les mémos vocaux que Taylor a publiés sur Apple Music, elle explique que c'est un peu comme la relation entre Luke Skywalker et Dark Vador. Oui, je sais, on va très très loin dans cet épisode, mais c'est Taylor qui l'a dit, c'est pas nous. Et donc ouais, en tant que fan de Star Wars, forcément ça nous a fait sourire. Et puis toi, tu pensais aussi à une autre relation? Ouais, moi je pensais à la relation, tu vois, dans la mythologie entre Icare et Dédale, cette histoire de vouloir aller toucher le soleil. Et après, elle appuie d'ailleurs ce propos avec la phrase « All I ask for is your loyalty, my dear protégé ». Tout ce que je te demande en retour, c'est ta loyauté, mon cher protégé. Et l'emploi de mon cher protégé, pour moi, il y a encore cette histoire, ce côté de culpabilité, tu vois. Il y a toujours cette notion de relation de force, d'équilibre, de pouvoir. Et pour moi, là, on a le petit lien. Je disais dans notre épisode sur The Fate of Ophelia que chaque chanson de l'album avait un petit lien avec une autre chanson de cet album. Et pour moi, ici, on a un petit lien avec The Fate of Ophelia, puisqu'elle dit I swear my loyalty to me, myself and I. On a ici cette notion de loyauté et de fidélité. À ce moment-là de la chanson, si vous l'entendez, il y a une sorte de changement musical, comme si on avait un peu changé l'angle de la narration. Et on est d'accord avec Natacha pour dire que on shift, que c'est le protégé qui parle et non plus le mentor. C'est le début du bridge en plus, donc on sait que le bridge c'est la partie préférée de Taylor, donc ça fait sens que ce soit sa narration à elle qui prenne le pas sur le bridge. Et c'est le meilleur pont de tout l'album. Ouais, je suis assez d'accord. Et donc ça commence par I saw a change in you, my dear boy. Et donc là, en fait, le maître, il est un peu dépassé, il sent que son protégé lui échappe. Et c'est bien le protégé qui dit ça, parce que le my dear boy, c'est très ironique. Il est là pour infantiliser le mentor au même titre que le mentor a infantilisé le protégé depuis le début. En gros, il lui retourne ses paroles contre lui, quoi. Et il lui dit They don't make loyalty like they used to. On fait plus de loyauté comme au bon vieux temps. Quand j'étais jeune et naïve, j'avais une confiance aveugle, mais ça c'est terminé. Et c'est intéressant qu'elle remette ce terme de loyalty, donc la loyauté, puisqu'en fait, on le retrouve ce terme de loyauté quand elle avait publié la lettre, quand ses masters avaient été vendus, et elle avait bien utilisé le terme loyauté comme un concept contractuel. Donc là, clairement, c'est elle qui reprend ce droit-là. Et juste après, elle fait une magnifique allitération. Le bac L en moi est ravi, puisqu'elle dit « Your thoughtless ambition sparked the ignition on foolish decisions which led to misguided vision ». Donc si on fait une traduction
grossière puisque nous n'avons pas la plume de Taylor Swift. Elle dit « Ton ambition irréfléchie, indélicate, a allumé la flamme des décisions stupides qui t'a mené à une vision erronée. » Donc évidemment, en français, c'est tout de suite beaucoup moins classe, mais petite référence quand même dans cette partie du bridge au mot ignition, qui est issu du vocabulaire de l'automobile. On parlait tout à l'heure des activités professionnelles de Scott Borchetta. Il possède une équipe de sport automobile et il est lui-même pilote. Donc clairement, le mot, il est pas là par hasard. D'ailleurs, il a eu un accident assez grave en 2023 qu'on pourrait donc considérer comme une foolish decision. Mais ça ne s'arrête pas là. Et non, puisque c'était une misguided vision that to fulfill your dreams, you had to get rid of me. Donc ça t'a mené à une vision, à une croyance selon laquelle pour réussir, tu devais te débarrasser de moi. Se débarrasser de moi, techniquement, revendre ses masters pour gagner plus d'argent. Mais c'est aussi là que beaucoup de fans pensent aussi que cette chanson pourrait être Taylor en tant que mentor, notamment avec la relation qu'elle avait avec Olivia Rodrigo, qui maintenant, Olivia Rodrigo a atteint une certaine notoriété, et donc elle a mis, entre guillemets, sa relation d'amitié avec Taylor à la poubelle. Bon, moi, je suis pas convaincue non plus que ça fonctionne. Mais je préférerais rattacher ça plutôt à Scott Borchetta et comment il s'est débarrassé de Taylor en vendant ses masters début 2019. Je suis assez d'accord, mais en effet, cette théorie, elle existe, elle circule, donc fallait bien qu'on en parle. En fait, pour moi, ce serait le seul lien dans la chanson avec Olivia Rodrigo, et du coup, c'est pas suffisant pour se dire que toute la chanson parle d'elle, en fait, c'est pas possible. On arrive ensuite au troisième refrain, et on a une variation, comme elle nous le fait souvent, où elle fait une première phrase, et ensuite elle change ses phrases d'un refrain, elle change une partie de la phrase. Donc elle dit I was your father figure, we drank that brown liquor, you made a deal with this devil, turns out my dick is bigger. Donc tu as pactisé avec le diable, mais il s'avère que c'est moi qui est la plus grosse, parce que évidemment, oui, maintenant Taylor, elle est au pouvoir, elle a renversé la situation, elle a repris le contrôle de la narration, elle a racheté ses masters. Alors je voudrais faire une pause de secondes. Évidemment, on s'attendait sûrement pas à ce qu'un jour dans les chansons de Taylor Swift, elle nous balance une parole sur un concours de taille de kékette. Pour autant, étant donné l'historique et la situation, il n'y a pas d'autre manière de le dire en fait. Parce que c'est elle qui a la plus grande, et malheureusement, c'est la seule manière de montrer à quel point elle est puissante dans cette industrie musicale, et ce, malgré le fait que ce soit une femme. Donc il fallait le dire, c'est elle la boss, c'est elle qui a la plus grande. Vous dites tout ce que vous voulez, mais les faits sont là. C'est moi qui ai la plus grande, donc arrêtez de négliger Taylor Swift. Et ensuite, là, la chanson, elle monte vraiment en intensité, puisqu'en fait, on entend dans la mélodie, il y a des guitares qui accompagnent vraiment ce moment-là. C'est un des meilleurs moments pour moi de tout l'album. Franchement, c'est le plus gros kiff. Je rêverais de pouvoir le hurler dans un stade ou dans une petite salle aussi, ça marche aussi, avec plein de gens autour de nous. Beaucoup de puissance dans le propos et sur la manière dont elle le chante. C'est-à-dire que vraiment, on est presque plus dans le chant, on est dans la revendication. You wanna fight, you found it, I got the place surrounded. Tu veux te battre? Ok, viens te battre. J'ai bouclé le périmètre. En gros, tu peux rien faire contre moi, c'est perdu d'avance. On peut même dire qu'elle a bouclé le périmètre grâce à tous ses fans, grâce à sa communauté des Swifties qui ont soutenu le projet des Taylor's Version et sa carrière et les Rastours pour lui permettre d'en arriver là où elle en est. Et surtout, elle a carrément toute une armée autour d'elle, quoi. Ouais, clairement, pour moi, l'image, c'est celle-là. Et ensuite, elle enchaîne « You'll be sleeping with the fishes before you know you're drowning ». Tu dormiras avec les poissons avant même de comprendre que tu te noies. Et là, on a une référence claire à la mafia. Je sais, je me répète depuis le début, mais pour le coup, le fait de dormir avec les poissons, c'est une expression qui est tirée du film Le Parrain. Donc là, j'invente rien, c'est Taylor qui a clairement fait une référence elle-même au fait que, pour désigner en fait le fait qu'ils se débarrassent des corps de leurs victimes dans l'océan, quoi. Et musicalement, à ce moment-là, on a un changement de clé. Taylor, d'ailleurs, le précise dans les voice memos et dans les interviews qu'elle a fait en disant « We love a song with a key change ». On adore une chanson avec un changement de clé. C'est vrai. Et donc, elle dit que c'est son moment préféré de la chanson aussi. Et pour nous aussi. Ouais, complètement. Puisqu'elle demande Whose portrait's on the mantle? Mantle, en anglais, ça veut dire le manteau de la cheminée. Aux États-Unis, il est assez fréquent d'exposer les portraits des personnes qu'on aime sur la cheminée. Donc, on a encore toujours cette notion de la famille, de la mafia, puisque ça peut être clairement toujours dans cette métaphore de l'industrie musicale, mais aussi qui est en haut des charts, qui domine les classements. C'est elle. Oui, voilà, une métaphore du manteau de la cheminée, c'est aussi qui est tout en haut, finalement. Et elle enchaîne « Who covered up your scandals ?» Qui a étouffé tes affaires scandaleuses? Et c'est là qu'elle reste hyper puissante, car elle balance l'info parce qu'elle sait, mais elle en dit pas plus. Elle est géniale. Donc je sais, if you know, you know. TMTC, comme on dirait nous. Mais ça s'arrête là. On n'a pas plus de détails sur quelle était la nature de ces scandales. Et là, cette phrase géniale. Mistake my kindness for weakness and find your card cancelled. T'as pris ma gentillesse pour une faiblesse. Résultat, tu passes plus nulle part. Card cancel, on pourrait voir cette image de la carte de crédit qui passe pas. Mais en gros, ta monnaie d'échange, elle est plus acceptée. Ton chantage, il fonctionne plus. Magnifique de restipuler ça, mistake my kindness for weakness. Ça fait écho aussi à Marjorie, pour moi, dans cette chanson. Never be so kind, you forget to be clever. Tout à fait. I was your father figure, you pulled the wrong trigger. Donc, j'étais ton modèle et tu as littéralement appuyé sur la
mauvaise détente, tu as mal joué ton coup, tu as tiré sur la mauvaise corde, puisque This Empire belongs to me, cet empire m'appartient, j'ai récupéré toute ma musique, j'ai nettoyé ma réputation, et j'ai tout réussi. Et tout ça grâce à moi, sans toi. Ça, on aime. Franchement, c'est une super chanson. Ouais. Franchement, le lien avec tellement d'autres chansons sont évidents. Moi, je pense d'abord à Karma, au Vigilante Shit. Pour moi, c'est vraiment un tour de force qu'elle a fait Taylor sur cette chanson. Elle avait placé énormément de confiance et de temps dans cette relation. Donc forcément, quand on a ce genre de trahison, ça crée des failles en une personne. On devient un peu parano. D'ailleurs, elle en a déjà parlé après. Donc, je trouve ça génial que d'une certaine manière, elle arrive à sublimer toutes ces épreuves en créant de l'art et une chanson aussi puissante et bien écrite. Magnifique revanche sur la vie. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, moi j'ai une autre théorie. Alors, ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne le savent pas, je répète, moi j'essaye au maximum de ne pas regarder les théories, de ne pas regarder les vidéos des youtubeurs ou des tiktokers ou des instagrammeurs qui décortiquent les chansons. J'essaye vraiment de me couper de tout ça pour ne pas me faire influencer quand on fait une analyse de texte, quand on fait une analyse de chanson, parce que j'estime que mon but c'est pas de vous servir des théories réchauffées de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'intérêt. Le but c'est que vous ayez notre cerveau à nous, notre contenu à nous. Sauf que parfois il y a des gens qui émettent des théories qui en fait sont les mêmes que les vôtres, juste vous le saviez pas. Ouais. Alors moi je l'ai vu cette théorie, mais je l'ai vue une fois, donc je suppose qu'il n'y a pas tant de gens qui le disent, donc je t'encourage à prêcher cette parole. Oui, mais je voulais le préciser parce qu'en fait pour le coup, je sais que en gros une fois que je t'ai parlé de la théorie que je vais annoncer maintenant, je fais pas non plus des surprises comme ça à Natacha, hein, quand je dis que j'ai une autre théorie, elle le sait. Et après coup, une fois que j'ai fini mes petites notes, et là j'ai vu cette théorie par d'autres personnes sur internet. Mais promis, j'étais persuadée d'être un génie. J'étais persuadée de faire mes petites expériences dans mon coin et de faire mes petits Non, je pense que tu as une manière d'interpréter parce que tu connais très bien Taylor, donc je pense que tu as une manière d'écouter ses textes beaucoup plus rapide que nous. Donc forcément, tu vois peut-être des choses directement que nous n'avons pas encore. Écoute, c'est fort aimable de ta part de me dire ça. Mais tout ça pour dire que vous allez voir cette théorie ailleurs que par nous, mais promis, c'était pas fait exprès. Donc cette chanson, Taylor, elle nous la présente comme une chanson sur la relation mentor-protégé, bien présente dans l'industrie musicale. Donc ça s'ancre bien dans The Life of a Showgirl, puisque une partie de la vie d'une showgirl, c'est d'avoir un mentor et potentiellement de se faire chier dessus par l'industrie musicale. Donc les coulisses d'une relation avec un mentor, c'est une part importante de l'industrie. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Mais il n'est pas rare que les chansons de Taylor aient plusieurs niveaux de lecture, on l'a dit au tout début de l'épisode. On l'a fait par exemple pour Mighty's Ricochet. On le sait, il y a un double niveau qui est évident. Voilà. C'est pas forcément une théorie que j'adore, mais moi, elle m'a vraiment sauté aux yeux. Donc, dans un souci d'objectivité journalistique, je me suis dit qu'il fallait que je la partage. Et si cette chanson, elle était en fait à propos de sa relation avec Joe Alwyn? Et si tout le long, c'était à lui qu'elle parlait? On est d'accord, cette relation, elle est terminée depuis début 2023. Il y a peu de raisons que Taylor Swift en parle encore, mais bon, c'était quand même sa plus longue relation, sa relation la plus importante avant d'être avec Travis. Donc, pour moi, c'est pas impossible. D'autant qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui collent et il y a beaucoup de choses qui font que ça peut marcher. Alors, vas-y, explique-nous. Eh bien, elle commence « When I found you, you were young, wayward, lost in the cold ». Elle a déjà mentionné le fait que Joe, il était plus jeune qu'elle, que clairement, sa carrière en était à ses balbutiements quand ils se sont rencontrés, alors qu'elle, elle était déjà bien établie dans l'industrie. Donc, elle lui a, entre guillemets, montré les ficelles du métier. La phrase, ensuite, « The winding road leads to the château », pour moi, ça peut faire référence à ces routes sinueuses qui les ont menées vers des voyages secrets en Angleterre. On repense à la chanson The Lakes. Et quand elle parle de « protect the family », ça peut faire référence au fait qu'elle a tout tenté pour préserver leur relation, pour être un maximum cachée, puisque c'était ce que lui, il voulait. Elle parle du brown liquor, donc l'alcool marron, et il en est question dans plusieurs chansons qui datent du début de leur relation sur Reputation, puisque dans Getaway Car, elle parle du first old fashion, donc le old fashion, c'est un cocktail à base de whisky dont on sait que Taylor est amatrice. Elle parle du Whiskey on Ice dans Gorgeous, elle parle du Tennessee Whiskey dans London Boy, etc., etc. Et en parlant de London Boy, elle dit My Dear Boy. Et elle parlait du boyish look dans London Boy. Donc tu vois, pour moi, cette thématique du garçon, c'est que un truc qu'elle a associé à Joe Alwyn. Et puis, on a toute cette thématique de la loyauté, de la fidélité, qui est hyper récurrente dans la chanson, mais qui est aussi très récurrente dans les chansons qui parlent de la fin de leur relation. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, on ne veut pas savoir, ça ne nous regarde pas, n'empêche que dans toutes les chansons qui parlent de la fin de leur relation, on sent que le sujet de la fidélité, c'est quelque chose d'important, et que potentiellement, il faudrait creuser de ce côté-là si on voulait trouver l'origine du problème. Le fait qu'elle dise « This love is pure profit », pour moi, ça peut être un clin d'œil assez amer au fait que leur relation, lui, il en a bien profité finalement. Il serait probablement pas devenu aussi connu sans elle. C'est probablement un acteur très talentueux, je n'en doute pas. N'empêche qu'il a quand même longtemps été connu comme le boyfriend de Taylor Swift, sinon personne savait qui c'était. Maintenant, c'est The Ex-Boyfriend. Hein. Voilà.
Et encore aujourd'hui, dans des interviews, il est pas rare qu'on lui parle d'elle. D'ailleurs, il dit toujours qu'il aime pas être mentionné comme étant son l'ex de... C'est totalement compréhensible, mais en attendant, mec, tu serais pas du tout aussi connu si t'avais pas été avec Taylor Swift pendant 6 ans, en fait. Pas faux. On a aussi ce They wanna see you rise, they don't want you to reign. Genre, les gens t'aiment bien parce que t'es mon mec, mais surtout, ne deviens pas plus connu que moi, tu vois. Et je crois qu'un truc que les gens aimaient bien de Joe Alwyn, c'était que justement, il était moins connu que Taylor et que il l'a ramené à une sorte de réalité. Et, en tout cas, qu'il ne lui faisait pas d'ombre par rapport à d'autres mecs avec qui elle a pu avoir des relations avant, qui étaient connus aussi et qui, pour le coup, minimisaient la carrière de Taylor Swift à leur profit. C'est marrant quand on réfléchit à ça maintenant, aujourd'hui, quand on voit avec qui elle est fiancée. Finalement, c'est assez surprenant. C'est très surprenant, n'empêche que depuis qu'elle est avec Travis, lui, il ne fait que la mettre en avant. Oui, c'est vrai. Tu vois, alors que on repense à Calvin Harris qui a clairement caché qu'elle avait écrit une chanson pour lui. Qui a menti. Qui a menti en disant non, je collaborerai jamais avec elle, alors qu'ils avaient collaboré sur une chanson qui est quand même devenue un hit, This is what you came for. Donc pour moi, il peut y avoir ça. Et puis, le I covered up your scandals, on sent depuis toute cette histoire qu'on ne sait pas tout, comme je le disais tout à l'heure. Donc pourquoi est-ce que des choses n'auraient pas été étouffées pour préserver leur réputation à tous les deux? En tout cas, elle a le pouvoir de le faire. Donc, comme je le disais, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à la fin de leur relation. Peut-être que Taylor Swift a étouffé des scandales pour le protéger, pour se protéger aussi. Mais en tout cas, pour moi, ça colle. Elle dit You pulled the wrong trigger à la fin, là, dans cette partie qu'on adore. Pour moi, je repense à Two Graves, One Gun dans So Long London. So Long London, on sait que c'est à propos de Joe. Oui. Et enfin, pour moi, cette chanson, à mon sens, ce serait musicalement... Alors, je suis vraiment nulle en solfège, d'accord? J'ai zéro connaissance musicale. Je connais la gamme, ça s'arrête là. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ce serait un super bon mash-up avec You're Losing Me. Ah ouais. Tu vois, imagine le tout début de la chanson où elle fait You say you don't understand and I say I know you don't. When I found you, you were young, we were lost in the cold. Ouais, ça peut. Moi, je pense que ça peut marcher. Bon, après, je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas musicienne. Je viens d'ailleurs peut-être de niquer vos oreilles en faisant une phrase en chantant. Mais qui ne l'a pas fait ici. Imaginez-le. Qui ne l'a pas fait ici. Bon voilà, en tout cas, j'en ai fini avec cette théorie. C'est pas parfait, il y a des trous dans la raquette. J'ai pas fait une analyse complète du texte, mais je pensais que c'était intéressant de le mentionner. Ouais, il y a des choses à souligner. Après, moi, j'y crois quand même pas mal à cette version, on va dire, classique. Mais c'est vrai que il y a quand même un flou artistique. L'un n'efface pas l'autre. C'est ça. C'est qu'il y a un flou artistique sur la fin de la relation avec Joe qu'on a déjà évoqué d'ailleurs en disant qu'ils avaient été hyper classe l'un envers l'autre, où ils auraient pu se mettre sur la tronche. On se souvient par exemple de Calvin Harris qui avait tweeté pendant des heures sur à quel point Taylor était nul ou je ne sais quoi. Là. Bon là, rien de tout ça ne s'est passé. Mais après, est-ce que c'est juste parce qu'ils sont grands maintenant et que c'est des adultes et qu'il n'y a plus besoin de faire ce genre de choses? Bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a du respect entre eux ou est-ce que c'est parce qu'il y avait des choses à étouffer ou autre chose? On n'en sait rien et on n'a pas envie de savoir. En réalité, ça nous regarde pas, mais c'est juste que c'est intéressant de se dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, qu'une chanson peut être interprétée de plusieurs manières différentes. C'est ça au final qu'on essaie de dire. Hein. C'est pas autre chose. Donc, pour moi, cette théorie sur Joe, elle efface pas du tout la théorie sur Scott Borchetta, qui pour moi est vraiment la number one, la plus plausible. Mais c'est juste que c'est hyper intéressant de se dire qu'un même texte peut avoir plusieurs couches et peut avoir plusieurs significations selon le point de vue dont on se place. Et c'est fréquemment le cas chez Taylor Swift, donc c'est quand même ça qui fait sa force, parce que, encore une fois, c'est ce qui permet à la chanson de devenir suffisamment universelle pour que les fans se l'approprient et que les fans voient que eux ont envie de voir et s'identifient à la chanson, en fait. Cette chanson, j'adore ce pont, vraiment ce key change et c'est tout ce qu'elle enchaîne derrière. C'est vraiment, je pense, mon moment préféré de tout l'album. Et c'est pour ça que Father Figure, je l'ai écouté en boucle parce que j'avais envie d'arriver à ce moment-là où elle reprend le pouvoir et vraiment, ah là là, comme j'aimerais l'avoir chanté live, ça. Il nous faut une version live de ça, peu importe, dans une émission, enfin, n'importe quoi, mais juste fais-nous un petit live de ça, s'il te plaît, pour Noël. Pour Noël. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, pour moi, c'est une des meilleures chansons de l'album et en tout cas, une des plus riches. Voilà, on en a terminé avec cette analyse. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on vous a pas trop retourné le cerveau. Mais dites-nous ce que vous pensez de la chanson et si vous l'aimez. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment, Norine? Écoute, en fait, j'ai réécouté l'album de Charlie Puth parce qu'il a sorti une chanson qui s'appelle Changes, là, avec un album qui arrive en mars, qui va s'appeler Whatever's Clever. Mais du coup, j'ai réécouté son dernier album de 2018 qui s'appelait Voice Notes et je le trouve très très cool. Ok, j'ai jamais écouté, mais je lui donnerai sa chance. Il y a des chansons que tu connais parce qu'elles sont passées en radio. Moi, j'écoute, vous savez que je suis une grande fan des frères Scott, je pense que je le dis relativement souvent, et il y a un nouvel album de Tyler Hilton et Bethany
Amy Joy Lance qui est sorti un album de reprise acoustique des plus grandes chansons de la série. Autant vous dire qu'il n'en fallait pas plus pour me séduire. Et donc j'écoute en boucle cet album et particulièrement Missing You qui est vraiment la chanson iconique des frères Scott qui est cette reprise de John Waite. Et j'adore. Je suis désolée mais moi Tyler Hilton, je sais qu'il est très pote avec Taylor. Je rêve qu'ils fassent quelque chose ensemble. Non, qu'est-ce qu'on attend? Je pense que depuis le début de ce podcast, genre depuis l'existence de ce podcast, c'est au moins la 4e fois que tu le dis. Bah oui, je sais, mais on a toujours rien là. Qu'est-ce qui qui ne fait pas la communication jusqu'à Taylor Swift? Pourquoi le chemin ne se fait pas? Bah, il faut qu'on continue à faire des épisodes, Natacha. Bah, on a bien réussi à avoir, enfin, je dis vous parce que j'étais pas encore dans la communauté, mais vous avez bien réussi à avoir All Too Well 10 Minutes version à force de demander. Donc peut-être qu'à force de demander, je vais bien finir par avoir ma chanson avec Tyler Hilton. C'est vrai, ne désespère Voilà. pas. Non, je ne désespère pas. Allez, merci à tout le monde. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de 13. À bientôt! Salut! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.